Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Épisode après épisode, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Je reçois cette semaine Magali Boisseau, entrepreneuse, beubleuse et membre active de la communauté no-code France. On revient ensemble sur son parcours entrepreneurial et on va voir comment le no-code lui a permis de relancer son projet Bedicassa, une alternative à Airbnb, mais qu'elle a lancé à l'origine en 2007, soit un an avant Airbnb. Vous allez voir, c'est passionnant. Allez, c'est parti. Salut Magali, bienvenue dans le podcast de Contournement. Ça fait pas mal de temps qu'on parle de faire cet épisode. Voilà, je t'ai un peu harcelé pour que tu viennes et je suis très content parce que je pense que ça va être très intéressant de partager ton parcours. Tu es une entrepreneuse de la tech depuis pas mal de temps et tu as fondé Bedicassa en 2007, un an avant Airbnb. C'est très important à préciser, mais tu vas nous raconter ça. Voilà, une grande aventure de 10 ans et qui a trouvé une deuxième vie depuis l'année dernière, à peu près avec le no-code. Cette année, ouais. Cette année. Bah écoute, tu vas me donner la timeline plus précise. Je ne veux pas en dire plus justement pour éviter de spoiler et de dire des choses incorrectes. Voilà. Est-ce que avant ça, peut-être, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, Alex, je te remercie de m'accueillir ici à Nation. Écoute, moi, je suis super contente d'être ici. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on devait se voir et voilà, c'est fait. En tout cas, c'est bien. Moi, je suis effectivement une entrepreneuse dans l'âme. Mon parcours, comment je peux te le résumer comme ça ? On va en parler. Non, mais dis-moi juste à ce moment-là, peut-être ce que tu as fait comme études, etc. J'aime bien juste pour avoir un peu le background, tu vois. Et peut-être, dis-nous jusqu'à l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, jusqu'à ce que tu commences... j'ai fait des études. Alors, j'ai pas fait école de commerce classique. J'ai fait l'université. J'ai quand même fait une école de commerce aux États-Unis où je suis partie dans le Dakota du Sud en pleine Amérique profonde avec des Indiens. Est-ce que tu es allé au Mont Rushmore ? Ouais, carrément. Ouais. Okay. Ouais, tu connais ? Ouais, non, j'y suis allé aussi. Non, mais c'est drôle. Non, mais j'aime beaucoup les États-Unis, mais je me permets de poser la question parce que du coup, tu devais pas être très loin. Parce que personne là-bas, les Américains n'y vont jamais. En fait, personne ne connaît. Parce que c'est un petit peu éloigné de tout. Hein. Clairement isolé. Hein. Il faut faire des heures et des heures et des heures de voiture dans la Pampa et t'as rien d'autre. Comment t'as trouvé ça ? Mon aventure aux États-Unis ? Non, le Mont Rushmore plus particulièrement. Je vais faire une petite aparté. Mont Rushmore. Grandiose, enfin t'as l'impression d'être tout petit. Ouais. Et puis, mais t'as pas trouvé que c'était tout petit justement ? Moi, moi j'ai trouvé ça hyper décevant en fait. Ah bon ? Non, parce que comme tu vois de loin, alors pour les gens qui connaissent pas le Mont Rushmore, c'est là où il y a les 4 têtes de présidents là. Et moi je croyais que c'était un peu comme dans Lucky Luke que tu vois que t'arrivais et que t'allais être juste à côté des têtes et qu'elles allaient te paraître énormes, alors qu'en fait là quand tu les vois de super loin, elles paraissent toutes petites quoi. Bon toi t'as l'impression d'être petit aussi mais. Ouais moi j'ai pas eu cette impression là. Tu vois, comme quoi on a des impressions différentes. Bah ouais mais c'est exactement pour ça que je demande parce que j'ai très rarement, c'est peut-être la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui est allé donc. D'accord. Ouais. Okay. Bon, c'était une petite aparté de voyage, mais comme on a tous les deux beaucoup voyagé, ça va trouver un sens après dans la discussion. Tout à fait. Mais tu vois, je suis allée là-bas, j'avais le choix avec Miami et Rhode Island, c'est près de New York. Et en fait, je me suis retrouvée à Vermillon, dans le Dakota du Sud. Et je peux te dire que ça a été l'expérience la plus marquante de ma vie. Ouais, j'imagine. Parce que j'étais la seule française, évidemment. Pas la seule internationale. Il y avait des Italiens aussi, des Asiatiques, des gens des pays de l'Est, des Indiens. Et en fait, j'étais vraiment avec... au départ, je suis tombée dans une famille américaine protestante, on dit protestante ? Protestante, ouais. Protestante, hein. Et donc, les parents avaient adopté leur fille asiatique. Et en fait, j'étais tous les week-ends à l'église et tout ça. Et je chantais des chants gospel et tout. Enfin, j'étais vraiment à fond, en immersion totale. Et après, je me suis retrouvée dans une résidence universitaire. Et là, j'ai été à fond avec les Indiens d'Amérique. Et j'ai appris le Dakota et le Lakota, les dialectes indiens locaux. Quoi. Voilà. Et j'ai été même dans un tipi, j'ai vécu une expérience incroyable. Il faisait moins 40 degrés dehors et à l'intérieur, il devait faire 50 degrés. C'était la fournaise et on chantait des chants indiens. Mais ça m'a marqué. Et après, j'ai prolongé mon expérience. J'ai fait une école de commerce du coup là-bas à Vermillon.
Donc, je suis restée 1 an là-bas. Et j'ai fait un échange avec l'université d'Orléans et j'ai dû travailler. On dit I was working 5 jobs. Tu vois, j'avais vraiment 5 boulots. Là-bas, c'est facile en fait de trouver des boulots, tu vois, de babysitting, de travailler à la catering, etc. Et voilà, et c'était hyper enrichissant. Donc, en fait, pourquoi j'insiste sur cette expérience-là ? Parce qu'aujourd'hui, on manque de voyages. Et la raison pour laquelle je refais Bedikasa, c'est l'hébergement responsable. Et responsable, c'est dans le comportement. Donc, c'est vraiment la lutte contre le tourisme de masse. Et on parle de plus en plus d'expériences. Alors, tu vas avoir plein d'expériences différentes et plein de boîtes qui vont développer énormément d'expériences. Un petit peu bullshit parfois, excusez-moi de dire. Donc, un petit peu, pour dire en français... comment on traduirait d'ailleurs ce terme la poudre de perlimpinpin, non, il y a un autre terme. Bon, bref, j'arrive pas à retrouver. Mais vous avez compris. Voilà. Et en fait, pour revenir sur mes études, après, j'ai sans arrêt voyagé. J'ai terminé mon master commerce international à Avignon. J'ai été au Mexique, j'ai été aux États-Unis, en Italie, en Angleterre. En fait, à travers mes études, à chaque fois, je faisais des stages et je me débrouillais toujours pour aller voyager, en fait. Et effectivement, j'étais en famille d'accueil et je trouvais ça super sympa. Et c'est comme ça, en fait, c'était toujours dans ma tête, Bedikasa, dès 14 ans, quoi. Dès la première famille d'accueil où je suis allée en Angleterre avec un jumelage franco-anglais à Corsham, je me rappelle, à côté de Bath. Voilà. Ça s'était bien passé, cet échange ? Ouais, celui-ci s'était bien passé. Ça t'a pas traumatisé ? Non, parce que franchement, moi j'ai fait aussi la famille anglaise qui m'avait reçu, c'était pas ouf, quoi. Ouais. Et ça m'avait pas forcément donné une bonne image de ce système, tu vois. Mais bon, c'est comme tout, hein. L'expérience, c'est pas du tout représentatif. C'est vrai que ça dépend sur qui tu tombes. Mais du coup, ça impacte, tu vois. C'est-à-dire que si ça se passe bien, ça te donne bien cette vision que recevoir des gens, des étrangers, etc., ça peut être extraordinaire, très enrichissant culturellement, et d'aller chez des gens aussi, tu vois, ces deux côtés de la plateforme, quoi, tout simplement. Ouais, tout à fait, ça dépend des familles. Ouais. Nous, du coup, on a accueilli beaucoup chez nous des Asiatiques, on a fait on était près des châteaux de la Loire en Sologne avec ma famille, et on accueillait beaucoup, et voilà, ça m'a vraiment donné le goût de l'accueil parce que je pouvais pas voyager parce que mes parents n'étaient pas aisés. Donc voilà, donc ça a renforcé en moi ce goût de l'accueil et du voyage. Ok. Et du coup, on comprend bien ce qui t'a un peu les prémices de ça, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre, tu vois ? Comment t'en es venu à vraiment te dire, ok, je vais faire Bedikasa, quoi. Je crois que ça vient naturellement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est venu naturellement. Et je pense que tu as plusieurs catégories d'entrepreneurs. Tu sais, tu as des entrepreneurs qui... Bon, on a un problème à résoudre. On veut le résoudre pour nous, pour soi. Et du coup, on le résout aussi pour les autres. Et puis, tu as les entrepreneurs un peu idéalistes. Bon, moi, je fais vraiment partie de la catégorie idéaliste. Ça, j'avoue. J'ai envie de laisser une trace dans l'histoire parce que voilà, donc ça va au-delà en fait de l'entrepreneuriat, peut-être parce que voilà ce qui s'est passé avec ma famille, ma mère en fait, juste pour revenir sur parce que je pense que c'est important aussi d'en parler, voilà, en fait comment tu connais Anthony Bourbon de Feed? Ouais. Le fondateur de Feed, il parle souvent de sa vie privée. Ouais, il en parle beaucoup. Ouais, et peut-être un peu trop. Ouais. Non, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'après, il y a un moment où plus t'en parles, plus ça devient aussi un peu une part de storytelling, quoi. Ah bah oui, mais en même temps, c'est sa marque de fabrique et peut-être que ce qui fait ça permet assez à d'autres de s'identifier ou d'oser faire les choses. On vit tous des choses un peu différentes, tu vois, et puis parfois douloureuses, parfois non. Moi, j'ai vécu j'ai eu un parcours véritablement douloureux, notamment avec ma mère qui était bipolaire et qui y est toujours, comme Anthony Bourbon. Ah oui, j'avais raté cette part. Enfin, voilà. j'avais cette partie de Anthony Bourbon. Mais... Et en fait, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'elle était journaliste rédactrice en chef du Petit Futé d'Orléans.
très intelligente, très cultivée, elle écrivait très très bien, elle était belle comme tout, et en fait tout le monde la mettait sur un piédestal. Moi je l'idolâtrais complètement, ma mère, et du jour au lendemain elle est tombée, mais en fait elle est tombée, tu vois, psychologiquement, quoi. Donc il lui arrivait quelque chose aussi, c'est aussi pour ça, et je sais que tu vas m'en parler dans la conversation, mais bon, le droit des femmes, etc. Bon, elle, ça lui arrivait quand elle était petite, et ça s'est révélé à un moment donné de sa vie. Donc, elle a été abusée sexuellement par son oncle. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui ? Parce qu'elle est encore très, très, très mal. En fait, ça a été que de mal en pis toute sa vie. Et je pense, et j'en suis sûre, que c'est ça. Parce que mon frère est aussi entrepreneur. Alors lui, il est geek comme pas possible. Il travaille dans les mangas, les jeux vidéo, les petites figurines japonaises. Et donc, il en a fait sa passion, son métier. Et en fait, on a eu cette passion de l'entrepreneuriat. Donc, pour répondre à ta question, parce que je pense que c'est une vengeance sur la vie qu'on a eu, mon frère et moi. Parce qu'on a souffert très jeune, où on a vu des choses... pas pensable dans la vie d'adolescents, voilà, physiquement douloureuse. Et donc, du coup, quelque part en nous, on n'avait pas le choix. En fait, c'est soit tu coules et tu te drogues, tu vois, tu te réfugies dans l'alcool, dans la drogue, etc. Soit tu trouves l'énergie, cette force, en fait, que tu vas transformer pour faire des choses, quoi. Et soit des choses qui résolvent des problèmes des gens, soit, et puis aussi, peut-être qui ont un impact, tu vois, sur la vie des gens, sur la société, sur l'environnement. Et voilà, nous, on avait envie de faire ça. Donc, c'est pour répondre à ta question. Pour moi, c'est venu naturellement, peut-être par la force des choses, mais en tout cas, cette boule de feu que j'ai en moi, est-ce que je peux dire merci, maman ? Tu vois, malheureusement, oui, peut-être. Parce que peut-être que si elle n'avait pas été comme ça, peut-être que si ça lui était pas arrivé, peut-être moi, je l'aurais pas développé, cette force. Mais en tout cas, ouais, c'est naturel, quoi. Ouais, peut-être développer autre chose, mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Ouais. Mais parfois, je me pose la question s'il n'y avait pas eu tout ça, est-ce que j'aurais entrepris comme ça ? Peut-être, mais peut-être différemment aussi. En même temps, c'est pas très agréable à vivre, donc c'est bien aussi d'avoir un parcours. Non, mais c'est intéressant. Je trouve ça chouette de le partager comme ça, aussi ouvertement. Et c'est vrai que, ouais. Enfin, j'avais pas eu spécialement de jugement quand j'avais entendu. Anthony Bourbon, il y a un épisode de podcast de Génération Do It Yourself avec lui qui est assez intéressant, qui est très intéressant même, et qui est relativement inspirant. Et qui est inspirant, Non, mais après, c'est une personnalité assez clivante, tu vois. Et Feed, c'est assez clivant. Et moi, franchement, la vérité, j'aime bien, mais bon, tu vois, mais le fait effectivement d'expliquer aussi le parcours apporte quelque chose au projet, tu vois. Et les gens qui vont rejeter Feed en bloc, par exemple, d'une certaine manière, effectivement, quand tu comprends le mec d'où il vient et ce qu'il veut résoudre, etc., il y a des choses qui prennent du sens, tu vois, et tu n'es pas obligé de manger du feed, tu vois, mais il y a un moment, ça apporte peut-être, je pense, moi, quelque chose à la société, quoi. Ça fait débat, hein, peut-être je vais me faire insulter pour ça, mais voilà, après, bon, c'est une certaine personnalité. Lui, il a aussi quand même un gros driver sur l'argent, tu vois, qui est une grosse motivation aussi autour de ça, qui l'explique aussi par son enfance et tout, mais bon, on va pas passer l'épisode à parler de lui, mais ok, je comprends le parallèle, je comprends pourquoi tu le mentionnes aussi, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui peuvent avoir cette revanche sur la vie et qui ont le choix à un moment donné, c'est est-ce que je continue mon parcours ou est-ce que je fais autrement, quoi. Et tu peux très bien continuer ton parcours en créant ce qu'on appelle le side project, donc ton projet personnel, tu vois. Et c'est ça aussi la raison pour laquelle je suis super contente d'avoir trouvé ces outils de no-code. Voilà, on va en parler. Et ouais, non, mais carrément, non, mais c'est après rendre. Enfin bon, il n'y a pas que le numérique dans la vie, etc. Mais c'est vrai qu'avoir des outils pour pouvoir réaliser ses projets et pouvoir canaliser peut-être un peu justement cette envie d'entreprendre, enfin pouvoir mettre cette envie aussi en action, en pratique plus facilement qu'avant, etc. Il y a un vrai truc, quoi. Et mais alors comment ça a commencé du coup concrètement ? Alors, on a compris l'intention, l'envie, le besoin presque. Mais comment ça a commencé concrètement ? Tu t'es dit, j'y vais, je fais un site moi-même, je sais pas, parce que donc le projet,
c'est une plateforme d'échange, enfin de location. De logement chez l'habitant. De logement chez l'habitant. Ouais, de logement chez l'habitant. Ouais. J'ai commencé à apprendre le code avec le site du Zéro et avec Dreamweaver. Ouais. Alors, c'était l'ancêtre du no-code. Et alors, je travaillais, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Altera, qui s'appelle toujours. Alors, j'avais Altera et ensuite c'était Pink Lady. Pink Lady, c'est la pomme que tu vois un peu partout dans le monde, ouais, qui est très, très sucrée. Et en fait, je faisais beaucoup de voyages à l'étranger. Et je commençais clairement à recruter mes hébergeurs. Donc, si tu veux, j'ai commencé par un blog au départ. Et les gens chez qui j'allais, donc je me rappelle, j'allais au Portugal, par exemple, souvent, dans des bed and breakfast, dans les pousadas, et en Espagne aussi, dans les casas rurales, qu'on appelait les casas rurales, les gîtes, quoi. En Amsterdam, dans les bed and breakfast. Et en fait, je recrutais mes hébergeurs comme ça. Et je l'ai référencé sur un blog que j'avais fait sur WordPress, qui existait déjà, voilà. Ouais. Et ensuite, j'ai créé mon site. Et j'ai utilisé Dreamweaver. J'ai appris donc le HTML, le PHP, mais vraiment de base. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super costaud. Je crois que je vais pas y arriver toute seule. On va voir si je peux obtenir des subventions, voir ce qu'il y a. J'étais à Avignon et il y avait je déménageais à Montpellier et là il y avait un incubateur qui s'appelle Via Innova et grâce aux incubateurs tu peux avoir du coup des subventions plus facilement, tu vois, obtenir des prêts ou avoir un stagiaire ou là j'avais droit à 2 stagiaires à cette époque et donc du coup j'ai pris 2 stagiaires, j'ai obtenu une subvention de 10 000 € et j'ai commencé à déléguer la prestation parce que je voyais que c'était vraiment très costaud ce que je voulais faire. Ouais, bah, surtout à l'époque c'était clairement mais j'avais pas du tout de modèle accessible. Donc, mais j'ai mis longtemps à... J'ai mis 3 à 5 ans à arriver, bien 5 ans à arriver à une plateforme de réservation vraiment solide. Et là, Airbnb est arrivé en France et je me suis dit, aïe, ouais. Voilà. Mais ça n'a pas été... mais du coup, c'était pendant ces 5 ans, c'était pas ton travail à plein temps ou c'était, Ah si, c'était mon travail à plein temps. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, j'avais le chômage pendant 2 ans et après j'avais plus rien et je donnais des cours dans les écoles voilà ok. Et ça arrivait jusqu'à quel point, enfin au moment où quand tu dis par exemple Airbnb arrive en France, où vous en étiez vous le projet Alors ils sont arrivés en 2011 et en 2011 on levait nos 500 000 €, notre demi-million d'euros. Et eux, ils levaient, je crois que c'était 11 millions. Et là, tu vois que tu ne joues pas dans la même cour. Et là, j'ai commencé vraiment à passer des nuits blanches. Parce qu'avant, c'était rien. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que ça illustre bien ce truc. On dit souvent, c'est pas toujours bien d'être le premier, quoi. Ouais. C'est pas toujours, ça peut paraître, tu te dis bon, tu pars. C'est le cobaye en fait. C'est aussi une question de moyens, etc. Mais des fois tu contribues à évangéliser et puis c'est celui qui vient derrière qui rafle tout, quoi. Ouais, et c'est surtout que c'est exactement, enfin le modèle économique est exactement le même. L'histoire au départ, c'était, tu vois, pour résoudre des problèmes, pour que l'hébergeur se fasse un peu d'argent de poche, arrondisse ses fins de mois, pour que le voyageur il puisse voyager moins cher et dans plus de pays, démocratiser le voyage, faire plus de rencontres. Enfin, tu vois, c'est les mêmes objectifs, quoi. Et puis la réalisation, elle était quand même très très proche. Donc c'est pas évident. Mais ça, de toute façon, la concurrence, ça a du bon parce que ça t'entraîne aussi à faire toujours mieux, quoi. Ça te pousse à faire toujours mieux. Sinon, tu restes sur tes acquis. Donc, il y a toujours eu de la concurrence dans le monde, il y en aura toujours. Et celui qui dit, non, on ne te prête pas parce qu'il y a de la concurrence ou on ne te donne pas l'argent parce qu'il y a de la concurrence, tu as envie de lui dire, regardez les restos à côté, quoi. Les restos italiens, t'en as combien, tu vois, dans la bien sûr. Voilà, et chacun arrive à trouver tu vois, son why, son pourquoi, ses valeurs, quoi, son positionnement. Mais c'est vrai que c'est vrai, il y a plein de domaines où tu peux avoir plein d'acteurs. Mais après, on dit aussi souvent, et moi je suis pas toujours d'accord, mais je pense que malheureusement dans ce cas-là, c'est vrai, c'est
tout ce qui est marketplace et plateforme, bah, tu as ce truc de winner takes all, comme on dit en anglais, c'est le gagnant, il prend tout parce qu'en fait, comme tu as un phénomène de masse critique, toi, en tant que consommateur, tu vas venir sur la marketplace où il y a le plus de logements. Et comme toi, tu vas venir sur celle où il y a le plus de logements, c'est là où va y avoir le plus de logements. Tu as un espèce de truc d'entraînement qui est un peu, qui est pas toujours juste. Hein. Après, tu peux essayer de te différencier avec les valeurs, etc. Mais on le voit bien aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il y en a de nombreuses, hein, des boîtes qui ont essayé de se lancer sur ce créneau. Moi, je me souviens à l'époque Donc moi j'étais dans ce monde du voyage, etc. entre 2008 et 2010, enfin autour de 2010, en Allemagne, il y avait un copycat de Rocket Internet Wimdu. Qui s'appelait 9flat, il y avait Wimdu, il y avait, et ils ont tous fail alors qu'ils avaient des énormes moyens. 90 millions pour Wimdu, je crois que c'était 14 millions pour 9flat. Ouais. Il y avait Housetrip aussi qui s'est revendu à TripAdvisor. Ouais, okay. Il y avait Lofty, il y en a eu plein, je les ai tous suivis, hein, des copycats. Ouais, bah, j'imagine. Ouais. Et ils ont levé des sommes incroyables et c'est pas pour autant, tu vois, qu'ils sont toujours là aujourd'hui. Ouais, donc ça, ouais, mais parce que je pense que leur. Enfin, moi, je me souviens à l'époque, je voyais bien déjà que, franchement, ça, je trouvais pas que ça avait vraiment de valeur. Ce qu'ils proposaient n'avait aucun différenciant, tu vois. Bien sûr. Ouais, c'était vraiment c'est pour ça que ça s'appelle un copycat. De toute façon, enfin, Rocket Internet, leur objectif, de toute façon, c'est de copier. Et surtout d'être acheté par celui qu'ils ont copié. Exactement. Quoi. Et comme ils ont vu que c'était pas possible avec Airbnb, c'était... c'est clair. Mais ouais, non, franchement, tant pis pour eux. De toute façon, Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a aussi cette peur de la personne qui veut se lancer et qui n'ose pas se lancer parce qu'elle voit que le terrain est déjà pris. Bah, c'est pas grave s'il est déjà pris le terrain. Enfin, tu vois, après... Moi, je reprends cette industrie de la location saisonnière. Il y en a énormément des sites de location saisonnière et qui fonctionnent très bien. Mais c'est parce qu'ils ont une communauté au niveau local ou parce qu'ils vont être sur une cible spécifique. Donc, par exemple, il y a BNB, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le site exprès pour les gays, tu vois, et ils se sont orientés sur la cible gay. Bah, c'est smart, Mr. BNB. Et ils fonctionnent très bien, ils explosent. Après, t'en as qui sont spécialisés sur les étudiants, tu vois, sur la cible étudiante. Donc, leur modèle économique, c'est pour satisfaire les étudiants. T'en as qui sont spécialisés sur la Corse, d'autres qui sont, tu vois. Et donc, du coup, bah, la cible s'identifie. Ouais, t'essaies de trouver ta niche et exactement. Aussi d'adapter parce qu'après il y a des différences locales. Peut-être les étudiants, tu vas pas présenter ta plateforme de la même manière pour un étudiant ou pour un truc comme Airbnb qui se veut accessible au plus grand nombre, quoi. Bien sûr. Tu peux utiliser ces petites différences. Et puis c'est encore étudiants internationaux et étudiants nationaux. C'est encore différent. Tu vois. Ouais. Donc dans les niches, tu as des sous-niches aussi et tu peux très bien vivre ta vie. Très bien vivre ta vie, de ta passion, avec ta communauté. Je pense qu'effectivement, le piège, c'est d'essayer de copier quelqu'un qui a déjà le monopole, tu vois, comme un Blablacar, etc., sur exactement les mêmes critères. Tu te dis, il faut absolument que je fasse ça parce que ça fonctionne. Mais non, il faut d'énormes moyens, effectivement. C'est aller dans le mur direct. Ça existe aussi, hein, des acteurs qui perdent leur position de monopole, mais bon, c'est souvent au profit de boîtes, effectivement, comme tu dis, qui ont énormément de moyens, ou alors que l'air du temps change, ou qu'il y a quelque chose qui change. Mais ce qui est, je trouve le point le plus intéressant que tu soulèves et qui nous ramène vraiment au no-code, c'est ce fait de avoir une plus petite communauté, vivre de sa passion, etc. Parce que ça, c'est un discours qui est quand même relativement nouveau et qui est complètement à l'encontre de celui des investisseurs, les fameux VC, venture capitalistes, qui, eux, ne sont jamais intéressés par ça, puisqu'ils vont donner de l'argent que quand il y a un marché suffisamment gros, quoi. On parle toujours que potentiellement, c'est un marché d'1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, enfin... Et c'est là où, du coup, ça aide pas les gens à se lancer. Si tu viens, tu dis, parce qu'il y a quand même besoin d'un peu de moyens, en tout cas à l'époque aussi, de dire, faire un truc que sur une certaine niche, personne va te suivre, quoi. Et aujourd'hui, en abaissant les coûts de production, du coup, on va pouvoir, comme tu dis, peut-être vivre. Enfin, justement, il faut que tu nous racontes un petit peu peut-être la fin de Bédicassa et maintenant ta vision, mais tu vois, peut-être il y a eu ce switch puisque Bédicassa, vous aviez une ambition peut-être plus grande, être un acteur général, il y a eu justement des levées de fonds, et là maintenant tu es sur autre chose, quoi. Donc voilà, mais si tu veux nous raconter pour illustrer un peu ça, et justement la place du no-code là-dedans, quoi.
Ouais, bien sûr. C'est comme tu dis. Moi, ça m'a bien fait. Ça m'a quand même mis un bon coup de marteau sur la tête, en tout cas, ce que j'ai vécu avec Betty Kessa. Vraiment, ça a été douloureux, clairement. Mmh. Et en fait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort est très, très, très concret. Et je pense qu'on a tous cette capacité à se transformer et à prendre cette énergie négative et à la transformer en positif. Le problème, c'est que le cerveau est fait de telle manière que ton inconscient t'envoie du négatif. Et il faut que tu arrives à le transformer. Non, mais c'est vrai, hein, ces peurs et ces doutes. Parce que c'est comme ça. Depuis Néandertal, on est comme ça. Si tu lis la méthode Coué, tu comprendras comment ça fonctionne. Mais vraiment, c'est ce truc de... Il se passe quelque chose qui est douloureux dans ta vie. Tu vas perdre un travail, tu vas perdre un ami ou une amie ou ta conjointe ou ton copain. Voilà, tu auras des problèmes peut-être avec tes collègues de travail, etc. C'est dur à vivre, mais en fait, ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que ton cerveau t'envoie naturellement du négatif parce que... depuis la nuit des temps, on a comme... et c'est un réflexe aussi humain de se défendre parce qu'il y a un danger qui arrive, tu vois, et ça remonte à la grotte, quoi. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est ancré en nous, en fait, c'est dans notre patrimoine génétique. Et donc, du coup, inconsciemment, on va avoir tendance à reculer ou à se surprotéger et pas à y aller, tu vois, franco, quoi. Parce qu'on veut se protéger du danger qui arrive, tu vois, des animaux sauvages qui arrivent, tu vois. Mais bon, c'est très, très concret, quoi. C'est l'évolution, quoi. C'est ceux qui avaient peur qui ont survécu, quoi. Mais si t'avais pas peur du lion qui était au loin, il te bouffait, quoi. C'est ça. Et en fait, donc c'était un mécanisme de défense. Il faut parvenir à transformer cette énergie négative en énergie positive. Et quand tu vis ces épreuves, tu n'y arrives pas. C'est super dur parce que tu les vis et que tu n'arrives pas du tout à prendre du recul. Mais en fait, ça va arriver de toute façon, parce que c'est un processus. Et là, quand ça arrive, c'est à toi de te dire, OK, là, je prends ma vie en main, j'écris un plan d'action. L'écriture, ça aide beaucoup. Je vais revenir sur Betty Kessa, mais pour moi, ça a été un outil positif pour expliquer la suite et pour me transformer et pour prendre les bonnes décisions maintenant, tu vois, et pour pas rater ma vie, tu vois, ce qui me reste, je sais pas combien de temps il me reste, mais peut-être qu'il n'y a pas de demain et qu'aujourd'hui, tu vois, il faut faire les choses bien, quoi. Bref. Donc, pour répondre à ta question, Betty Kessa, je l'ai créée en 2007. J'ai mis 5 ans à arriver à un modèle économique stable. J'étais à environ, on était à 30 salariés en 2014. On faisait 4 millions d'euros de volume d'affaires en réservation. Et en fait, on faisait le business plan. J'ai signé avec un fonds en 2014, donc on a levé 3 millions d'euros. Et on était parti pour lever 10, 15 millions. Enfin, tu vois, on était vraiment... En fait, sur Betty Kessa, il y a une page qui s'appelle Mission, où j'explique tout ça. Et c'est un long processus. J'ai écrit aussi beaucoup. J'avais commencé à écrire un bouquin, et puis là, avec tout ce qui s'est arrivé... Bon, je l'ai mis un peu sur pause, mais je le reprendrai. Et l'écriture est une vraie catharsis. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, vous allez comprendre pourquoi, j'ai beaucoup écrit. Et ça, c'est le fait de te mettre sur, peu importe l'outil, que ce soit Notion, que ce soit OneNote, que ce soit ton carnet, écris ce que tu as envie de vivre, quoi. Enfin, ce qui se passe et comment tu peux faire pour le lendemain, dès le départ, le rectifier ou, tu vois, pour que tu sois aligné avec tes objectifs. Que ça soit un collègue de travail qui te fait suer ou un patron ou... tu vois, et donc tu te dis, bon, qu'est-ce que moi je peux changer dans mon comportement pour vivre bien ma journée de demain, tu vois, ou j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de créer mon site ou de créer mon projet, je sais pas, ou de faire de la permaculture ou une formation. Ok, demain, qu'est-ce que je fais, qui je contacte, où est-ce que je vais pour
de suite mettre le pied à l'étrier, quoi. Commencer par quelque chose. Et quand tu parles d'échelle et quand tu parles d'ambition, l'ambition, elle est aussi en fonction des personnes et de ce que tu veux. Tu peux avoir une ambition, mais t'es pas obligé de faire un site qui va valoir 1 milliard. Enfin, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faut rebalancer, rééquilibrer. C'est que les médias nous envoient ces stars qui ont réussi, et c'est très bien, mais c'est pas la réalité, quoi. La réalité, c'est qu'au quotidien, tu vois, on doit payer notre loyer, on doit payer notre appartement, etc. On doit vivre, on doit payer nos factures, et on a envie de faire quelque chose qui nous passionne. Donc, en fait, c'est ça, hein, ta question, c'est comment ça s'est passé Bédicassa et comment je suis arrivée jusque-là, quoi, la Renaissance, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc je peux continuer? Oui, non, vas-y. non, mais je t'écoute. Okay. Je t'interromps pas parce que c'est intéressant. Non, mais tu vois, parce que quand tu dis ce que tu dis par rapport aux stars, en plus, ce qui est important aussi, c'est de savoir que la plupart des gens, ils se foirent, quoi. On nous montre tous ceux qui ont des milliards, etc. Et je suis d'accord que trop mettre en avant, il faut de l'ambition quand on est entrepreneur. Trop la mettre en avant, enfin mettre ça en avant dans les médias et l'ambition des gens qui ont réussi, effectivement, ça fausse un peu le truc après pour les autres qui entreprennent parce que tout le monde pense qu'il faut la même ambition. Mais après, c'est une question aussi de comment tu veux faire, quoi. C'est-à-dire que si tu lèves des fonds, je pense très sincèrement que vous auriez jamais pu lever de fonds si vous aviez dit, notre ambition, c'est juste de faire un truc pour 2000 personnes, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Et j'ai 2 choses à commenter sur ça. T'as une ambition, je sais pas si tu connais le philosophe Vincent Cespedes, t'as une ambition. Je suis pas très calé en philosophie. Moi, du coup, avec pendant ce processus, ça m'a aidé en fait de lire aussi l'ambition démonstrative et l'ambition collective. L'ambition démonstrative, c'est parce que tu as envie de prouver, c'est un peu ton ego qui parle, clairement. Tu veux prouver que tu peux y arriver, voilà, que tu réussis dans ta vie, et donc tu vas l'afficher un peu aux yeux des autres, de ta famille, de tes amis ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'ambition démonstrative. Donc tu prouves quelque chose, et donc c'est plus ton ego qui parle. Puis après, tu as l'ambition collective qui est chouette. Parce que moi, je me retrouve plus dans celle-ci, mais bon, après, la démonstrative, elle n'est pas critiquable non plus, tu vois, les deux peuvent existent. Et en fait, souvent, tu vas développer l'une ou l'autre par rapport aux mentors que tu as dans ta vie. Donc, les mentors, tu peux l'avoir dès ton enfance, ça peut être ton père, ta mère, une tante, un oncle, ou aussi un prof, une prof. Mais ça peut être aussi quelqu'un de la télé, tu vois, ça peut être un artiste, ça peut être un podcasteur, ça peut être, tu vois. Et en fait, les personnes qui nous entourent nous influencent positivement, nous inspirent. Et donc, tu vas développer cette ambition plus démonstrative ou collective. Et moi, c'était clairement cette ambition collective qui m'a portée. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand, en 2014, j'ai signé avec ce fonds, avec cet investisseur, j'ai fait une erreur fondamentale et je suis allée à l'encontre de mes valeurs. J'étais dans une espèce de star system ou de spirale infernale qui faisait qu'il fallait que je lève plus. C'était jamais suffisant, en fait. Oui, mais c'était aussi lié au modèle et aux ambitions et à la concurrence, etc. Il y a un truc, je comprends ce que tu veux dire, hein, c'est-à-dire que de toute façon, t'étais dans ces rails-là, quoi. Ouais. Mais est-ce que à cette époque-là, tu le sentais, ce que tu dis là, ou est-ce que là, tu le dis a posteriori ? Est-ce que, tu vois, au moment où t'as signé à contre-cœur ? Et c'est pas du tout une question piège. Hein, j'ai signé à contre-cœur et j'ai pas du tout fêté ça d'ailleurs. Ouais. Et le jour où j'ai signé, je me suis dit, Magali, tu fais une connerie. Okay. Et je le savais. Et le jour où je l'ai vu, cet investisseur, qui a 200 millions de fonds derrière lui, ça fait 25 ans qu'il existe, et il est sur la place, place de l'Étoile, je crois, 8e arrondissement. Enfin, vraiment, le truc très en vue, enfin, tu vois. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, on va pas avoir d'objectifs alignés. Nos valeurs vont pas se retrouver là. Je le sens pas. Je me suis dit, je le sens pas. Et je l'ai dit à mon associé de l'époque. Je dis, Nico, je le sens pas. Il me dit, arrête, Magali, l'argent n'a pas d'odeur. D'accord. Et en fait, ce truc-là, ça m'est toujours resté. Et je me suis dit, c'est la plus
belle bêtise que j'ai fait de ma vie de signer avec ce fonds et j'en assume complètement les conséquences. Mais de l'autre côté, je me dis que si je l'avais pas fait, ben finalement, j'aurais pas autant appris. Parce que, ok, j'ai appris dans la douleur, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Tu vois, qu'est-ce que ça a été enrichissant finalement ? Et c'est pour ça que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Elle est très concrète, cette phrase, elle est très vraie. Et en fait, en 2014, ce qui s'est passé, c'est que... donc, l'objectif, c'était toujours de lever. On était à 1 million, ils devaient remettre 1 million dans la boîte et on allait arriver à 30 personnes. Voilà, on était à Montpellier à cette époque. Et moi, je faisais les allers-retours Montpellier-Paris parce que j'arrêtais pas d'aller justement à Bercy, parce qu'il y avait... Tu sais, la législation était en train de changer, d'être complètement chamboulée aussi avec Airbnb. Donc, du coup, comme c'était Dicasa l'alternative à Airbnb, tu vois, le Airbnb avant l'heure, la française, hop, il fallait absolument que je monte. Et puis, il y avait pas mal d'interviews, etc. Et en fait, là, il fallait dépenser aussi. Il fallait dépenser l'argent. En fait, il fallait montrer que donc, le business plan, toujours le refaire. Et c'est ce que tu disais avant, c'est que c'est jamais assez. Et on est dans cette spirale où il faut montrer une valo élevée et donc montrer un business plan complètement irréaliste parce que les business plans, ils sont jamais faits, ils sont jamais réalisés ou sinon ils sont réalisés mais parce que tu t'appelles Blablacar ou justement Airbnb ou Facebook, mais ça, c'est pas la réalité. Donc, il faut arrêter avec ça. Et le problème, c'est que si tu les fais pas, ces business plans irréalistes, bah, t'as pas l'argent. Et les fonds, ils vont vers ce qui est à la mode. Donc, ils vont vers la sécurité. Et c'est normal parce que eux, ils doivent rendre des comptes aussi à leurs propres fonds. Donc, ils ont un TRI de 25% à faire. Ils doivent faire x5, x10. Ils doivent sortir. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas aligné avec les objectifs des entrepreneurs. Souvent, pas tout le temps, parce que tu as des entrepreneurs qui veulent juste survaloriser leur société et après acheter une maison, un yacht, peu importe. Ça, c'est leur objectif. Mais la plupart sont quand même passionnés par ce qu'ils font. Tu vois, ils parlent de leur boîte comme étant leur bébé. Et donc, du coup, à partir du moment où tu lèves des fonds, tu vas forcément rendre des comptes et ta feuille de route va forcément changer parce que tu vas mettre en place des actions pour le compte d'un autre. Voilà. Et donc... moi, j'ai levé des fonds avec ce fonds d'investissement qui me demandait des choses d'une entreprise, mais comme si j'avais levé 100 millions, en fait. J'avais un nombre de rapports, de comptes à rendre incroyables. Je faisais que ça, en fait. J'avais au sein de ma société une holding. Maintenant, je peux le dire, parce que pendant longtemps, je me suis tue. Et franchement, ça m'a sué de rien pouvoir dire. Maintenant, je le dis et je pense que ça va aussi servir à d'autres. Donc après, si demain, je me retrouve avec, je sais pas, menacée ou quoi, non, je pense pas quand même. Toute la communauté no-code t'apportera des oranges. Voilà, c'est ça, merci. Non, mais je le dis parce que c'est important aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits et il n'y a pas assez justement de voix, tu vois, qui s'expriment. Et dans les startups, on pense que tout est rose, mais tu vois, au final, dans les coulisses, c'est clairement pas ça. Et même les fonds à impact, même s'ils sont à impact, derrière, tu vois, ils ont quand même pas les mêmes objectifs. Bien sûr. De toute façon, il y a des objectifs déjà, donc voilà, mais des choses, des comptes à rendre. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'avais une holding, et dans cette holding, j'avais du coup le pouvoir, grâce à des actionnaires que j'avais mis dans ma holding, un montage financier. Et ça lui plaisait pas du tout, au fond, parce qu'il maîtrisait pas. Et donc, perdre le pouvoir face à une jeune femme, ça lui allait pas du tout. En plus, lui-même, il ne pouvait pas supporter que j'ai des actionnaires qui m'aiment bien, que je sois aimée des autres. Et ça, je le voyais, je le ressentais. Et en fait, psychologiquement, il a mené un jeu avec moi qui m'a détruite complètement. Et quand on parle de mariage avec un fonds, c'est vraiment ça, hein, c'est un contrat en fait. Hein. Et donc il y a l'aspect psychologique qui est vraiment, vraiment très, très important. Et c'est ma faute, hein, parce que j'ai pas choisi, j'aurais pas dû vraiment signer avec lui. Mais bon, comme je le dis, le négatif peut se transformer en positif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait que je dissolve ma holding parce que j'avais trop de pouvoir au sein de la holding. Mais j'avais même pas trop de pouvoir, j'avais genre 1 ou 2% de plus que lui, tu vois.
Mais c'était déjà trop. Et donc, du coup, je pouvais pas la dissoudre, ma holding, parce que fiscalement, ça impactait mes actionnaires, parce qu'ils auraient dû payer trop d'impôts, en fait, si j'allais dissolver. Et donc, ça a été le point vraiment d'ancrage et il a utilisé cette holding, cet outil, en fait, comme quelque chose qui martelait sans arrêt pour me mener la vie en enfer. Comme je pouvais pas, tu vois, trahir, moi, mes actionnaires. Et en fait, comme lui, il pesait lourd, parce que derrière, il y avait la BPI, il y avait des fonds qui étaient importants, et que mes actionnaires, ils devaient aussi, tu vois, il y avait une espèce de politique, quoi, derrière. Bien sûr. Du coup, tout le monde me laissait tomber, quoi. Et comme je faisais pas ce qu'il voulait, voilà, il m'a puni. Il a pas remis le million qu'il devait, parce que c'était 2 millions sur lesquels ils étaient engagés. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais embauché, j'avais fait des pubs télé. Tu vois, j'y étais allée parce qu'on m'avait dit, vas-y, Magali, quoi, t'as Airbnb devant, vas-y, fais de la pub et tout. On était sur France 2, allez hop, on s'éclate. Non, c'était pas vraiment d'éclate derrière. Hein, et en fait, moi, je le sentais de plus en plus mal, et ça a été de pire en pire. Ça a été de pire en pire, et j'ai fini à l'hôpital aux urgences, quoi. En littéralement me vidant de mon sang, quoi. Mais vraiment, j'ai fait une fausse couche, ouais. Enfin, vraiment, et ça a été... Cette expérience m'a fait dire... En fait, t'arrives à un point où tu te dis, toi, le burn-out, là, ça a été pire que le burn-out, parce que je me suis... j'étais sur l'autoroute et je me suis carrément endormie sur la route. Enfin, voilà, et donc, urgence et tout. Et en fait, là, c'est un point de non-retour. Où là, tu te dis, ça y est, tu as atteint ta limite, quoi. Ça y est, là, tu vois, tu fais 90 heures par semaine, t'as plus de vie. Moi, j'ai mon compagnon à l'époque, il me voyait pas, quoi. Je bossais, mais de 7h le matin à 1h du matin. Je faisais que ça. Le week-end, je bossais et je faisais que ça. Et mes actionnaires, c'était « Alors Magali, any news ?» Et donc, je savais que je devais rendre des comptes sans arrêt. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit une feuille de route, un plan d'action, que tous les jours, donc mon fameux plan d'action dont je parle tout à l'heure, en fait, tu as juste ton plan d'action. Donc, moi, je m'étais dit, à un moment donné, donc là, c'était point de non-retour, il faut me séparer de ce fonds. Je peux plus vivre comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai plusieurs choix, en fait. Donc, j'avais le choix du redressement judiciaire. Le problème, c'est que je le gardais. Tu vois, je le conservais. J'avais le choix de la revente. J'avais le choix de la liquidation et je faisais autre chose. Donc, le plus facile, c'était la liquidation. Je faisais autre chose, je payais personne. Et puis, tu vois, et je repartais. Je me retrouvais un job de salarié, etc., quoi. Mais j'ai pas choisi la voie la plus simple. Ouais. T'as des questions par rapport à ça avant que je continue? Non, mais c'est juste une question, en fait, parce qu'on comprend qu'il y a eu un mauvais choix. En fait, la question que je me pose, et c'est un peu le lien avec ce qu'on disait, ce qu'on peut faire sans fond, tu vois, c'est est-ce que vous étiez obligé de lever à ce moment-là? Non, justement. On n'était pas obligé de lever. Après, on va pas réécrire l'histoire, hein, c'est pas ça le but, sûr. Tu vois, mais on comprend que tu t'es, enfin moi ce que je comprends en tout cas là, je vais pas interpréter ce que tu as dit, mais tu t'es senti une certaine pression de lever parce que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là, et avec la concurrence d'Airbnb, et que c'était le modèle aussi de start-up qu'on entendait le plus à l'époque. Franchement, parler de bootstrapping, ça fait que quelques années, quoi, tu vois. Sachant que toi, tu avais quand même déjà fait une première levée. J'avais fait des levées en love money, et puis après une première levée à 500 000 euros. Ouais, voilà, mais qui peuvent quand même impacter aussi le fait de devoir derrière en refaire une. Ah oui, puisque j'avais déjà un petit fonds régional. Quelque chose, etc. Donc, mais oui, voilà, donc c'était juste ça le point. Donc oui, pour répondre à ta question, on aurait pu faire autrement. D'ailleurs, j'avais commencé à faire une levée en crowdfunding avec la communauté, parce que ma communauté était très engagée. Parce que dès le départ, en fait, comme j'ai créé ce réseau, en fait, je suis allée dans une 60aine de pays, du coup, j'avais une communauté française, anglaise, espagnole, italienne, tu vois. Et comme je racontais mes expériences sur le blog, j'avais aussi des commentaires et tout. Et puis là, ça marchait vraiment bien, quoi. Et j'avais pas besoin de marketing. Et en fait, j'ai eu besoin de marketing à partir du moment où j'ai levé des fonds et on m'a dit, Magali, il faut que tu fasses de la pub, etc. Et là, j'ai un peu lâché ma communauté. Et ça a été une erreur, ça aussi. Donc, je reviendrai dessus après. Donc, j'ai commencé à faire une levée en crowdfunding. On atteignait 300 000 euros. Et j'ai dû rembourser tout le monde.
parce qu'on a fait une AG et que mon fonds n'était pas d'accord. Okay. Mais en fait, on aurait pu passer en force parce qu'il n'avait pas la majorité et que tous mes actionnaires avaient signé pour. Mais là, je me suis dit non, c'est compliqué. Donc, j'ai remboursé tout le monde, des chèques et tout. Voilà. Et on aurait pu faire ce qu'on appelle un bridge aussi avec les actionnaires, c'est-à-dire ils auraient remis au pot. Mais en fait, comme c'était... L'ambiance a été franchement pourrie. Le fonds, il possédait déjà... Il possédait 23% des parts. Mais il avait déjà plus que les autres, tu vois, individuellement. Bien sûr. Et donc, tout le monde s'écrasait. Et donc, personne n'osait rien dire. Et voilà. Et donc, du coup, on aurait pu faire autrement, mais c'était déjà un peu trop tard. Parce que j'étais déjà engagée dans un truc. Et moi, il fallait que je me sorte de là, quoi. Tu vois. Donc, je suis allée voir toutes les plateformes, en fait. TripAdvisor, j'ai fait Blablacar. J'ai été voir un peu de tout le monde pour Booking. Je me suis dit, voilà, on va essayer de faire un partenariat. Il y avait aussi Verdier Voyage, une entreprise de séjour linguistique qui devait nous racheter. J'ai créé une autre boîte, Bedilingua, et je me suis associée à Silk, une société de séjour linguistique, une des plus anciennes de France. Et en fait, ça n'a pas fonctionné parce qu'encore mon fonds, ça allait pas, quoi. Il y avait toujours quelque chose à redire. Donc, comme il était là, si tu veux, je pouvais pas avoir d'autres partenaires, quoi. C'était pas possible. Donc, à chaque fois, je revenais au point de zéro, quoi. Et donc, j'ai fait un redressement judiciaire avec un mandat ad hoc, ce qu'on appelle un mandataire qui vient pour t'aider à rétablir un petit peu les comptes. Moi, j'avais pas vraiment de problème, si tu veux, on n'était pas rentable puisqu'on était on était en croissance, quoi. Mais il y avait de l'argent qui rentrait, quoi. Ouais, il fallait optimiser les coûts, voilà, tout optimiser. Et en fait, je devais à la BPI mon prêt. Donc, tu sais, tu fais un prêt sur 3 à 5 ans, et là, c'était le moment où je devais rembourser. Donc, finalement, ça tombe... Enfin, tu vois, c'était tombé mal, mais en fait, ça tombait bien. Parce que, du coup, ça m'a aidé à faire ce redressement judiciaire et à justifier le fait que je le fasse, quoi. Et comme on avait déjà trop dépensé et trop investi en personnel et en com, et qu'on n'avait pas le 2 millions qui arrivait, là, ça a été compliqué parce que du coup, on a dû licencier. Moi, j'ai licencié plus de 80% de mon personnel en 15 mois. Enfin, on est passé de 30 personnes à 3 personnes à la fin. Ouais. Donc ça, c'était un peu... Ouais, j'imagine, ça doit pas être une expérience agréable. Ouais. Et puis, j'avais 15 000 clients en français, anglais, espagnol, italien, portugais et allemand, quoi. Donc, à un moment donné, tu peux pas tout faire, quoi. Donc là, c'était... Et là, j'ai un petit industriel, un petit investisseur de Lyon qui finalement m'a racheté. Donc ça, c'était en 2017. Et avec cet investisseur, on a fait un pacte. Et on devait... donc là, c'est bon, c'était fini, quoi. Tu vois, le Bedicassa donc, devenait Bedicassa bis, quoi, et était orienté vers les écoles de langue. Nous, on voulait développer le secteur des écoles de langue. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé Bedilingua, justement, donc une autre société juridique, pour faire une plateforme de famille d'accueil un peu démocratisée, avec de la qualité, etc. Et en fin de compte, on n'avait pas les mêmes objectifs, même s'il m'avait dit « ouais, on fera ça », etc. Enfin, tu vois, tu as plein de promesses au départ avec les associés et tout. Ouais. Et finalement, j'ai vu que... Moi, en plus, je déménageais à Paris, donc je faisais... Là, pour le coup, c'était le contraire. J'étais devenue parisienne et je faisais Paris-Montpellier toutes les semaines. Mais j'étais toujours dirigeante de ma boîte, mais j'étais plus... tu vois, j'étais plus CEO, quoi. C'était lui le CEO, tu vois, le président. Et donc, du coup, je devais aussi me conformer à ce qu'il me disait, quoi. Ouais. Et donc, je me suis vue perdre le contrôle petit à petit. Et puis, finalement, j'ai vu que les valeurs de départ n'étaient pas du tout celles énoncées par la suite. Mes salariés l'ont vu aussi. J'avais réembauché parce on avait quand même réussi à rétablir la boîte et à devenir rentable. Donc, on était arrivé à 8 personnes quand je me suis fait racheter.
Mais en un an, voilà, en fait, je me suis vue mettre au placard petit à petit de ma propre boîte. Et là, c'est difficile la posture de façon du créateur, la créatrice, des fondateurs. Après un rachat, il y a je pense qu'il y a des histoires où ça se passe bien, mais c'est généralement compliqué, quoi. Et c'est pour ça que le fondateur part en général au bout de 3 ans, même voire avant, au bout de quelques mois. Souvent, s'il part au bout de 3 ans, je pense que c'est parce qu'il y avait une période de, comme on dit, de lockout, je crois. Où tu dois rester pour avoir la fin de ton chèque, ou des fois, pour avoir tout ton chèque, tu dois rester un certain temps. Enfin, bref, c'est... Ouais, enfin bon, donc ça, c'est un peu tous les internes, les trucs internes de start-up, mais... Donc, il faut qu'on passe quand même à maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant, parce que c'est... qu'on comprenne... Donc, du coup, t'es parti, quand tu dis petit à petit, tu t'es fait mettre de côté, t'es parti, t'as arrêté l'activité, quoi. Enfin, toi, le truc a continué. Du coup, je suis tombée enceinte, naturellement. Ok. Voilà. Au bout de 10 ans, quand même, comme quoi le cerveau, il agit vachement sur le corps. C'est que déjà, ça allait un peu mieux, alors, du coup, quoi. Ouais, c'était... voilà, j'avais repris ma liberté et... tu vois, je pouvais ressouffler. Là, je me suis... Voilà, en fait, j'ai bossé l'année où je suis tombée enceinte jusqu'au jour de mon accouchement, le 11 juillet 2018. J'ai pas pris mes congés maternité. Et quand je suis revenue de mes congés maternité, je me suis fait virer de ma boîte. En gros. Ok. Sympa. Ouais. Quand je suis revenue à Montpellier, il m'a dit non, mais ta présence est trop importante au sein de la société. Ah, alors que j'étais pas là, quoi. Donc voilà, et puis on a tout dépensé, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ok, bon. Et entre-temps, il y avait des personnes qui étaient déjà parties. Bon. Et là, je me suis dit, de toute façon, là, je reconnais plus ce que j'ai créé, quoi. Donc, à quoi bon ? Ça n'a plus de sens, ouais. Tu vois, il n'y a plus de sens, quoi. Donc moi, j'avais plus trop envie non plus. Et donc, on s'est arrangé. Au bout de 3 mois, je partais. Et voilà. Et au moins, j'allais m'occuper de mon petit garçon et j'allais vivre autre chose. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis pas arrêtée là. C'est-à-dire, j'avais envie de... Alors, dans le même temps, j'avais une autre boîte qui faisait des voyages sur mesure éco-responsables que je commençais à lancer, alors que j'avais mon bébé qui avait 3 mois. Alors, j'ai trouvé des nounous à droite à gauche. Et dans le même temps, je devais bosser pour Booking pour mettre en place l'hébergement chez l'habitant et les activités, les activités locales. Et en fait, j'ai travaillé pour Wonderbox. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai mis sur pause mon activité de voyage éco-responsable. J'ai tout mis sur pause. Et pour Wonderbox, j'ai créé une marketplace qui s'appelait, parce que du coup, avec le Covid, je l'ai arrêté, Léona, avec 2 A. Bon, j'avoue, c'était le bébé que j'ai perdu à 2 mois. Et en fait, mon objectif, c'était de résoudre des problèmes, on va dire, de bien-être, de santé mentale, grâce à des activités de bien-être et liées à la nature. Voilà. C'était l'objectif initial. Puis après, il y a toutes les autres activités qui sont arrivées. Et là, je me suis dit, bon, c'est encore pas trop aligné avec ce que je voulais faire. Mais c'est parce que je le faisais pour le compte d'une société, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, finalement, ça partait bien. Mais tu vois, il y avait vraiment des activités chouettes, artisanales, gastronomiques. Je commençais à développer des séjours culinaires, etc. C'était vraiment sympa. Mais du coup, j'ai tout arrêté. Et le Covid est passé par là et tout le monde s'était arrêté, quoi, à ce moment-là, tu vois, en 2020. Et là, c'était fin 2020. C'est là que j'ai fait la formation, le bootcamp On arrive au no-code de Otto. Ouais. Donc, j'ai commencé en fait avec Contournement parce que je me suis inscrite sur votre Slack. Je crois que j'étais une de vos premières et je regardais en observatrice. Ouais. Comment t'as découvert en fait tout ça ? C'était un webinar pendant le confinement, quelque chose comme ça ? Non, c'est vous, hein. C'est Contournement, mais tu te souviens pas par quel... Je sais plus ce que j'ai tapé sur Internet. Ça devait être création de site. On a essayé d'être un peu partout. Ouais. Ok. Non, mais... quoi. Ouais. Ok. Et donc quand tu as fait le bootcamp,
tu avais déjà cet objectif, du coup, de relancer une plateforme, quoi. Alors, je voulais refaire Léona, parce que pour le coup, je suis partie de chez Wonderbox en très bonne, j'avais de très bonnes relations. Donc, je suis partie, ils m'ont cédé les droits, j'ai tout récupéré. Et mon objectif, c'était de refaire Léona. Et donc, du coup, j'avais quand même en tête les Betty Cassar, parce qu'en fait, ma communauté, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant 2 ans, ils n'ont pas trop communiqué, ou en tout cas, ils communiquent. Moi, j'étais toujours sur le site Magali, comme la fondatrice, est toujours présente. Tandis que je n'y étais plus depuis 2 ans. Et qu'est-ce qui se passait ? C'était l'entreprise périclite. Enfin, c'était de pire en pire. Et donc, il a fini par faire faillite. Ils ont fini par faire faillite fin 2019. Et ils n'ont payé personne. Les hébergeurs, les voyageurs, il y avait des prestataires qui n'étaient pas payés, des salariés. Et donc, du coup, tout me revenait dessus, quoi. Et surtout, la communauté. Et moi, je peux te dire, je me suis pris... des insultes, quoi, sur les réseaux sociaux. Okay. Je suis plus, tu vois. Mais je devais sans arrêt justifier. Et donc, j'ai voulu refaire Léona et je me suis dit, il faut que je me forme au no-code. Et donc, j'ai fait ce bootcamp avec Otto, qui a été révélateur. Le coup de copier Airbnb, franchement, tu vois quand même que la surface. Mais tu vois suffisamment pour te mettre le pied à l'étrier, quoi. Qu'est-ce que tu peux élaborer sur ce point-là ? Non, mais c'est juste pour comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air ou, Oui. Alors, pendant 3 semaines, tu peux pas rentrer en profondeur. Donc, moi, j'ai essayé pendant ces 3 semaines de rentrer en profondeur et j'ai vu que c'était pas possible parce que le fait d'apprendre même est du temps en soi, quoi. Donc, il faut d'abord que tu t'apprennes. C'est vrai qu'on dit qu'il faut 10 000 heures pour pouvoir maîtriser un sujet, tu vois, un domaine de compétences. Donc, apprendre le français pour un étranger, il faut 10 000 heures de français, tu vois. Donc, t'imagines, tu vois, ça se fait pas comme ça, quoi. Même si c'est du no-code, c'est quand même de la programmation. Donc, Bien sûr. Non, mais notamment après, le no-code, c'est devenu très vaste, mais quand on parle de Bubble, d'un outil puissant comme ça, qui peut théoriquement, on va dire, aller jusqu'à permettre de refaire une plateforme comme Airbnb, forcément, il y a un coût à ça, quoi. Ouais. Non. C'est pas simple. Ouais. Il faut pouvoir le dire aussi, c'est pas simple. Mais ce qui est génial, c'est que, par contre, ça t'ouvre le champ des possibles. Et moi, c'est ce que je voyais, quoi. Je me suis dit, putain, on peut faire plein de choses là, c'est génial, il faut absolument que j'apprenne. Et j'étais en soif, en boulimie d'apprentissage. Voilà, vite. Bon, c'est quoi tu vois, le prochain apprentissage? Comment on fait ça? Et en fait, j'étais frustrée parce que je sentais que, putain, la courbe d'apprentissage, tu vois, la learning curve, comme on dit, elle était costaud, quoi. Ouais. Et donc, le bootcamp m'a donné envie de faire plus. Et donc, j'ai fait une autre formation, plus longue, qui s'appelle Coaching No Code Apps, avec des Américains. Voilà, en anglais, avec Gabi, qui est un peu la star de la programmation visuelle, du no-code. Et là, tu vois, le fait d'être formé par des personnes brillantes, clairement, ça te donne envie, tu vois, de faire plus, quoi. Et là, c'était vraiment libérateur. Voilà, le no-code m'a permis, en fait, en mars 2020, de commencer à recréer Bédicassa, parce que là, j'ai vu que... Enfin, j'ai été notifiée, du coup, parce que j'étais actionnaire, j'avais encore 10% des parts de Bédicassa, du fait que Bédicassa était en faillite, en décembre 2019. J'étais partie pour refaire Léona, j'avais commencé à refaire Léona, et là, en mars, je me suis dit, non, je vais switcher, j'arrive pas à faire les deux, donc je vais mettre complètement Léona de côté, et je vais faire Bédicassa, et je vais refaire de zéro, c'est une page blanche, Bédicassa. En plein Covid, tu as dit on va faire une plateforme pour le voyage. Et là, j'ai tout repensé, tout à fait. Mais c'est le bon moment, cela dit. Mais, de toute façon, tu sais, en 2019, les chiffres, c'était 1,4 milliard de touristes. Donc, il y a eu le tourisme de masse, on était à fond dedans, et c'est pas top. Et maintenant, on était sur justement une remise en question du tourisme de masse. On va peut-être plus aller sur les 5 et 10% des destinations de la planète. On va peut-être aller voir d'autres destinations et arrêter d'aller à Venise. Il y a 30 millions de touristes chaque année qui vont à Venise. Et là, pour 2023, l'Organisation du mondial du tourisme prévoit 1,8 milliard de touristes.
Donc ça va revenir, mais d'ici 2023. Mais tu vois, on y est. Enfin, l'année prochaine, c'est 2022, pas 2023, ça arrive vite. Donc ça va revenir de toute façon. Oui, non, c'est clair. C'est un peu dramatique par certains aspects d'ailleurs, effectivement, mais c'est... Mais justement, je pense que le Covid nous a appris aussi, et c'est là qu'il faut se responsabiliser et tenir nos promesses, en fait, de penser le voyage autrement, quoi. De ne pas le consommer comme on consommerait de la télé en zappant les chaînes. Et moi, je dis souvent en zappant les pays. Et c'est pour ça que j'ai mis des valeurs qui sont très strictes et solides et qui sont fondamentales dans Bédicassa. C'est le comportement responsable du touriste. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, c'est 2 nuitées minimum parce que ça lutte contre les locations de trop courte durée. Donc après, il y a des exceptions parce qu'on est flexible et agile, mais c'est 2 nuitées minimum. Il y a une boisson d'accueil. Tu vois, les hébergeurs, ils doivent donner une boisson d'accueil. Le touriste aussi, il y a une charte à respecter. Voilà. C'est tout un environnement, en fait, qu'il faut repenser pour pouvoir voyager différemment. En respectant son environnement, mais aussi la société, les villes. L'environnement en général, mais c'est ça qui est un peu problématique. Mais... Non, mais après, ça, c'est un autre débat. On n'est pas forcément sur un podcast sur l'écologie, mais je suis pas aussi optimiste que toi, malheureusement. Je pense que je pense qu'effectivement, il y aura beaucoup de voyages, peut-être même plus. C'est un peu le fameux effet rebond, comme on dit. J'en étais frustré. Par contre, je pense que les habitudes, malheureusement, vont pas beaucoup changer, quoi. Parce qu'on le voit, hein, de toute façon, tu vois, les habitudes ont la vie dure, quoi, comme on dit, quoi. C'est les choses. Il y a un petit peu des gens qui ont un électrochoc. Pour combien de temps? Bon, mais voilà, là, on va pas trop. Mais je pense que ça passera par l'offre, parce que si demain on n'a plus de McDo, est-ce que tu vas aller te fabriquer ton propre hamburger chez toi? Non, c'est un très bon point, mais demain il y aura toujours un McDo. Bah oui, je sais. Mais et il y aura des choses alternatives. Mais tant que le truc qui pose problème existe, mais en fait, tu vas pas avoir les gens beaucoup aller à l'alternative. Enfin, ou pas, peut-être il y a des choses qui changent, hein, mais... Je te rejoins très long, quoi. Sur la masse, malheureusement, sur le fait que, comme c'est la solution de facilité et comme l'offre ne va pas fondamentalement changer dans la majorité, dans les 80%, tu auras toujours 80%, et c'est pour ça qu'on va atteindre ce 1,8 milliard, certainement en 2023. Mais par contre, je suis quand même optimiste sur la minorité qui peut changer la donne, qui peut inspirer, tu vois, différemment. Et aussi sur le fait que le Covid a changé aussi la donne sur le télétravail, par exemple, sur le fait que tu vas avoir moins de voyageurs d'affaires parce que les entreprises ont compris qu'elles économisaient de l'argent à faire aller leurs employés dans des... Tu vois, soit en home office, l'avion pour aller signer un contrat dans un autre pays, etc. Non, mais soit aussi faire des conférences virtuelles, tu vois, plutôt que de toujours aller prendre l'avion, aller au l'autre bout de la planète, et puis parce que c'est un coût aussi pour les entreprises. Donc, comme l'enjeu il est aussi économique, je pense que ça va quand même changer. Ça va pas changer du jour au lendemain pour la majorité, mais ça va quand même avoir un impact. On verra. Non, mais c'est un vaste débat. Mais moi, ce qui m'intéresse plus de savoir, du coup, c'est par rapport justement à ce nouveau projet. Donc, c'est intéressant, ces valeurs, etc. Et tu vois, pour reboucler avec ce qu'on disait un peu au début, quelle est ton ambition, tu vois, avec ça maintenant, tu vois? Alors, pour parler de l'ambition et du côté technique. Enfin, je vais peut-être, parce que je vais parler de peut-être, je vais reformuler ma question, mais on va dire de ton ambition personnelle et professionnelle par rapport au projet, pas forcément un truc théorique, mais tu vois, sur le fait de vivre de ce projet. Est-ce que tu veux faire une boîte ou tu veux salarier des gens, etc., quoi? D'accord. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Donc, le no-code, la programmation visuelle, Bubble, c'est plutôt programmation visuelle, c'est vraiment de la programmation. Mais en fait, ce que j'aime bien dans le no-code, c'est le mot no-code, enfin, littéralement, quoi. T'as pas les codes de la société. Et en fait, je pense que cette pandémie, qui ne se termine pas, et on va certainement avoir d'autres virus après ce Covid, ça nous apprend aussi à nous adapter il n'y a jamais eu autant de reconversion professionnelle. C'est très bien. Ouais. Le changement du travail, la façon de travailler.
quand j'étais chez Wonderbox, c'était quand même vachement en silo, même si Wonderbox est une marque positive et tout ça. Les gens, t'es à ta place, quoi. Et je déteste ça. Et je crois qu'il y en a plein qui détestent ça aujourd'hui, de plus en plus. Et aujourd'hui, chez Medicasa, j'ai une communauté qui est forte. J'ai des appréciateurs qui m'aident à évaluer les offres. Là, je suis dans le recrutement des offres. Donc, ils se reconnectent au site. Je suis hyper stricte sur la validation des offres. Donc, j'ai un tunnel de conversion que j'ai fait, du coup, sur Bubble, entièrement, qui est hyper strict. Et donc, l'ambition que j'ai, pour répondre à ta question, c'est de vivre de mon activité, évidemment, d'avoir un impact sur la société et d'embarquer avec moi des gens, en fait, de ne pas le faire toute seule, tu vois, et donc d'embarquer les membres dans ce projet global de société. Parce que pour moi, c'est un véritable projet global de société et je ne vais pas m'arrêter à Medicasa. Donc, dès janvier, on va mettre en place le modèle participatif, le modèle économique participatif, parce que j'ai le modèle de réservation. D'ailleurs, c'est équitable pour le voyageur et l'hébergeur, ce qui fait que Medicasa est le mieux placé au niveau du prix, parce qu'on divise en deux, en fait, notre commission. Et à l'intérieur de notre commission, on a les 1% aussi qui protègent l'hébergeur systématiquement, en termes de cas, s'il y a de la casse, etc. Donc, ça évite aussi les conflits derrière. Bref. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que les membres, les utilisateurs d'un site doivent être partie prenante de ce site, tu vois, pour évoluer. Et peu importe l'entreprise que tu as, à un moment donné, si tu veux pas faire de marketing classique, ou tu vois, tu peux en faire, mais disons que je pense que tu as plus à y gagner, à travailler ta communauté et tes valeurs. Plus du temps tu passeras dans ta communauté, tes clients, tes valeurs, moins tu feras de marketing et plus tu économiseras de coûts. Donc, je pense qu'on a les entrepreneurs aujourd'hui, qu'on soit freelance ou entrepreneur, avec nos clients, on a un rôle à jouer. Et ce rôle, il va au-delà de la technique. Il va dans... on va poser la question au client, qu'est-ce que tu veux ? Et on va, comme ça, construire quelque chose, une feuille de route avec lui. Que ce soit des dizaines d'utilisateurs, des centaines d'utilisateurs, ou que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5 clients, tu vois. Et c'est ça qui donne de la valeur au projet et ensuite qui fait en sorte que le projet réussisse. Tu vois, cette collaboration, mais pas une collaboration. Que les gens soient engagés, quoi. Ouais, que les gens soient engagés. Donc, ce que je veux faire, en fait, avec Medicasa, c'est derrière, il y a une association. Et cette association, elle a pour ambition de promouvoir des projets à impact et d'économie sociale et solidaire et pour la cause environnementale et animale. Voilà. Et Medicasa en fera partie, du coup, pour le côté social. Mais après, il y en aura d'autres. Voilà. Donc, je le fais petit à petit, prudemment. Et c'est aussi pour ça que je souhaite maîtriser l'outil technique. Donc, je suis ma principale développeuse, en fait. Et ça, c'est génial, parce que du coup, quand tu maîtrises ton produit, ensuite, tu peux intervenir sur ce produit. On ne te balade pas, mais tu peux aussi faire des partenariats. Moi, j'ai travaillé en peer programming avec d'autres développeurs de la communauté. Vraiment, c'est génial, quoi. Parce que du coup, c'est mes pairs, tu vois, PAIRS, quoi. Et les membres de ma communauté, c'est aussi mes pairs, PAIRS. Et voilà, en contrepartie, les membres de la communauté, ils vont avoir des réductions sur le site, évidemment. Il y a toute une mécanique, en fait, qu'on va mettre en place, en fait, en 2022. Et ça, j'ai toujours voulu le faire et j'ai jamais pu, en fait, le faire parce que j'étais toujours enquiquinée par ces rapports, ces business plans à refaire, à profit. Enfin, tu vois, les déplacements pour aller me justifier et tout. Plutôt que, putain, mais pourquoi je vais me perdre mon temps tu vois, alors, tu vois, dans les transports et aller... créer des business plans à rallonge alors que voilà, tu peux passer ton temps avec ta communauté, tes clients et voilà, et essayer de comprendre où sont les problématiques et comment les résoudre. Et le no-code, moi je trouve que c'est génial. Et je crois, du coup, tu vas à une question sur la diversité. On peut en parler tout de suite. Hein, l'accessibilité, le fait que ça rend possible des choses que tu pensais pas pouvoir créer, quoi. Et moi, dans ma communauté,
j'ai beaucoup d'hébergeurs qui se sont arrêtés à cause du Covid, ou ils ont fait un burn-out. Putain, mais combien de personnes, je crois que j'ai eu, à un moment donné, j'étais la psy, tu sais, mais vraiment, beaucoup de personnes ont fait des burn-out, où ils sont en reconversion professionnelle, tu vois, ils ont eu un petit temps d'arrêt et se sont posés, et tu vois, c'est un mal pour un bien, quoi. Et ils me disent, ah, mais j'ai vu que tu étais dans le no-code, c'est quoi, etc. Tu vois, et c'est des personnes, tu vois, elles ont 30, 40, 50, 60, 70 ans, quoi. Et t'en as qui sont pompiers, d'autres qui étaient infirmières, d'autres profs. Tu vois, d'autres qui ont envie de faire du loisir créatif, d'autres qui font de la permaculture et qui ont envie de faire un petit site pour faire des formations en permaculture, d'autres... Enfin, vraiment, c'est hétéroclite, quoi. Donc, voilà, le no-code, je pense que ça répond à ça. Et il y a des formateurs. Après, il faut bien les trouver. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est être bien orienté, mais avec l'association No Code France, je pense qu'on va aussi aider à ça. Et ça, c'est super, parce que du coup, on est au démarrage de quelque chose de génial, de très, très grand. Mais il faut bien cadrer les choses aussi dès le départ, pour bien orienter les personnes. Ouais, ben c'est un vrai enjeu, et c'est bien aussi qu'il y ait beaucoup de formations, parce qu'après, il y a des formations qui conviennent à des personnes et pas à d'autres, et donc c'est bien d'avoir ce choix. Juste avant de parler de ce dernier sujet, où est-ce que t'en es du coup ? Enfin, ça commence en janvier, enfin, juste pour bien comprendre, que ce soit clair, peut-être s'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie de voyager à travers justement Bédicassa, enfin, c'est la feuille de route là, des prochains mois. La feuille de route pour les prochains mois, c'est je lance en français déjà. Sur le premier trimestre, je pense que le site sera bien avancé en anglais. Après, il y aura l'espagnol et l'italien qui arrivera dans l'année. Donc, on ouvrira aux hébergeurs en Espagne, en Italie, etc. Mais dès le premier trimestre 2022, logiquement, on devrait pouvoir réserver sur Bédicassa. Alors, des hébergements qui ont été ressourcés par la communauté, réévalués. Et il y aura aussi le modèle à impact mis en place sur le premier trimestre. Ok. Pour les gens qui veulent s'impliquer. Ok. Oui, dernier point, effectivement, tu l'as évoqué. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et que je pose en fait quand j'ai l'occasion. J'ai pas fait forcément ces derniers temps d'ailleurs, mais quand j'ai des femmes, il y en a malheureusement pas assez dans mes invités. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas en proportion équivalente parce que on trouve pas toujours non plus. Justement, un peu ce sujet-là, tu vois, on en a parlé d'ailleurs dans notre newsletter aussi. Erwan a écrit tout un truc sur ce sujet récemment. C'est quoi, toi, ta vision aujourd'hui de, on va dire, la mixité, pour un angle précis, dans la communauté no-code? Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire derrière, quoi? Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait avec mon compagnon de ça, parce que dans les boîtes... il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas. Mais il y a quelques garçons qui me disent, mais moi, ça me saoule aussi le mouvement MeToo. Enfin, tu vois, en off, quoi. Non, ça se dit pas, effectivement. Ouais. Mais c'est les choses qui se disent pas, quoi. Parce que, du coup, on est trop stigmatisés, nous, les hommes, et du coup, on n'ose plus rien faire. Et j'avais certains potes aussi qui me disent ça. Je me dis, mais non, mais relax, quoi. Donc, j'ai pas forcément envie aussi d'avoir ce discours trop... je suis... mais c'est vraiment une question complètement là pour le coup c'est complètement subjectif, tu vois. Toi ton vision, parce que nous justement on a pris un peu cette position dans notre newsletter, tu vois, que certaines personnes nous ont dit que c'était un peu étrange d'ailleurs, mais chacun a le droit. Plus de femmes, non, à venir. Non, mais de dire qu'il faut faire attention à la représentativité, en fait, qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine mixité, mais ou pas. Enfin, tu vois, il y a la représentativité, il y a les gens qu'on voit qui sont mis en avant, et puis ça peut masquer ou non, tu vois. Enfin, un peu certaines choses, quoi. Alors, en fait, oui. Et la raison pour laquelle il n'y a pas assez de femmes, je pense que c'est toujours la même, même au niveau mondial, tu as 4% des dirigeantes, tu vois, femmes. C'est parce que déjà, nous, on n'ose pas suffisamment demander
Tu vois, on ne demande pas suffisamment d'augmentation. Tu vois, on n'ose pas, quoi. C'est quelque chose aussi de génétique. Tu vois, dans le patrimoine génétique, quoi. À la cour d'école, c'est plus des garçons, tu vois, qui jouent au foot. Et nous, on est un petit peu bien sûr, l'autocensure. En retrait. C'est toujours le cas actuellement. Donc, tu vois, ça met du temps quand même à changer. Donc, il y a ça. Je pense qu'il y a aussi... parfois, tu n'as pas forcément aussi les femmes... tu reçois plus de CV ou tu as du coup plus, effectivement, pour le poste donné, plus de CV masculin que féminin. Donc, du coup, à la fin, tu as plus de représentation masculine, mais c'est pas de ta faute, toi. Tu vois. Après, il faut peut-être aussi aller chercher plus de femmes. Bien sûr. Parce que du coup, elles se montrent moins. Mais c'est vrai que il faut en tout cas donner un peu ces inspirations, ces rôles modèles féminins, mais aussi masculins. Tu vois, en fait, les femmes et les hommes doivent collaborer pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, plus de blacks, tu vois, plus de diversité dans le sens large, parce que souvent on a les femmes, mais aussi les personnes qui n'ont pas aussi la chance d'avoir accès à un réseau dès le départ, il faut leur donner cet accès, quoi. Donc c'est aussi à nous de s'ouvrir et d'aller les chercher. Et donc c'est très bien ce que tu fais avec ton podcast, parce que je pense que ça va justement aider à certains de passer le pas, quoi. Après, oui, après, sur le podcast, on fait pas beaucoup, peut-être pas vraiment sur ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet qu'on doit adresser, à mon avis, avec l'association. Après, Kevin nous avait fait remonter assez justement après notre newsletter que on n'a pas fait d'études sociologiques non plus, quoi. On n'a pas fait d'études, on n'a même pas de stats. Et il y a aussi il peut y avoir un peu le biais inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que si on regarde sur le Slack, il y a quand même aussi un certain nombre de femmes qui participent, etc. Mais on n'a aucune notion des proportions et tout, donc c'est là où nous on avait envie un peu, malgré qu'on n'ait pas d'informations, de se dire a priori il y en a pas assez, on doit faire quelque chose. Mais pas non plus. C'est pour ça que j'avais envie d'avoir un peu ton sentiment, parce que ça se trouve il y a des gens qui vont dire non. Enfin, si on regarde du point de vue du Slack de No Code France, je parle vraiment là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément, mais c'est une impression, tu vois, qu'il y a une parole qui est relativement libre et qu'il n'y a pas forcément de phénomène d'autocensure, etc. Et que du coup, on a moins ce truc. Après, quand on fait des lives Twitch, par exemple, il y a 0 femme juste qui participe, tu vois. Enfin, quasiment, non. Donc tu vois, donc suivant les endroits où on se place, quand on fait un meet-up, on n'est pas à 50-50, mais on n'est pas non plus comme dans un meet-up de dev à 3%. Donc tu vois, il y a un espèce de truc où peut-être que la conclusion de ça, c'est surtout qu'on devrait faire justement un peu un recensement, etc. Mais après, les chiffres, ils te disent une chose déjà, et puis après, il y a... Enfin, je sais pas un peu si tu vois ce que je veux dire, cette dualité entre l'image qu'on projette, la place qu'ont les gens, comment ils se sentent dans la communauté. Est-ce qu'il y a un sentiment tu vois, que justement on met pas assez en avant? Est-ce que les femmes sont moins, tu vois, on leur donne moins la parole, exprès ou non, tu vois, je sais pas, enfin c'est un truc un peu... Bon, je pense que très concrètement, il y a aussi la notion de temps dans la journée. C'est-à-dire que une femme, là je parle pour les femmes qui ont un enfant. À partir du moment où on a un enfant, l'enfant, il est beaucoup plus vers l'homme que la femme. Après, il y a de tout, évidemment, mais ça demande quand même pas mal de temps. Et effectivement, on n'est pas tout le temps sur... tu vois, on va pas forcément avoir la même disponibilité au moment où on nous la demande, tu vois, parce que il faut s'occuper de l'enfant, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait que du coup on a moins de temps disponible, clairement, pour s'engager sur ce type de projet. Mais le temps, c'est difficile, mais il s'organise, quoi. Donc je pense qu'à partir du moment où tu es accompagné, où tu as une personne ou une organisation, donc ça peut être ça sera forcément le rôle de l'association. Et je voudrais aussi pour ça, avec Carole, avec Stan et avec d'autres aussi, pour accompagner aussi ces personnes-là, pour leur donner envie. Parce que quand tu es tout seul, tu sais, c'est comme faire le sport le matin. Quand tu fais ton sport tout seul le matin, tu vois, c'est chaud, quoi. Il te faut quelqu'un, tu vois, pour t'accompagner, etc. Quand tu sais que tu as un rendez-vous qui est prévu, tu es dans un club, tu vas retrouver des personnes que tu connais, que tu aimes bien et tout, ça t'engage plus, tu vois,
à y aller. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Si tu as un projet, ou même que tu es freelance, tu es à ton compte, si quelqu'un t'accompagne, c'est beaucoup plus motivant que tu vois, d'y aller toi-même. Et je pense que c'est ça qui fera la différence aussi, c'est l'accompagnement. Ok, écoute, de toute façon, c'est effectivement ce qu'on a prévu, c'est qu'il y a une guilde, donc on expliquera ça plus précisément à la rentrée, mais qui va être vraiment dédié donc à œuvrer sur ce sujet, et avec tous les gens effectivement de la communauté qui voudront s'impliquer. Et puis il sera temps de voir quelles actions mettre en œuvre. Enfin, il y a un peu le constat. Déjà, ce constat, peut-être le qualifier un peu plus avec un recensement, une étude. Peut-être que d'ailleurs, tout tard, il faut qu'on le fasse, quoi, en tout cas. Et puis après, de mesurer aussi les effets, quoi. Parce que, moi, je trouve ça intéressant parce que tu vois, je connais bien, ce phénomène dans le milieu du dev. Où je veux dire, moi, de toute façon, c'était clair que quand j'ai fini mes études en 2005, il y avait aucune fille quasiment avec moi dans ma promo, il y en avait pas dans les boîtes. L'ambiance dans les équipes de dev était franchement pas spécialement accueillante. Je pense que j'étais pas dans les pires, mais bon, c'était pas spécialement accueillant. Enfin, dans les pires équipes, hein, moi, personnellement, mais tu vois, mais c'était pas, je veux dire, quand t'arrives, t'as que des garçons. C'est compliqué, quoi. Enfin, c'est normal. Il y a juste un phénomène et surtout dans des trucs techniques comme ça, beaucoup et voilà. Et j'ai pu aussi, du coup, voir à Simplon les actions qui étaient menées. Notamment, par exemple, ça avait fait un peu débat à l'époque, mais cette volonté de faire des promos de formation où il y avait que des filles. Même au sein de Simplon, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ça, parce qu'il y a des gens qui disaient, il y avait de toute façon, toutes les promos, il y avait 50-50 en termes de... Mais aussi pour pouvoir passer ces biais d'autocensure, etc. Et puis avoir des rôles modèles, effectivement, qui interviennent, qui viennent. Puis de la sensibilisation, il y a plein d'actions, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, là, je fais le parallèle un peu avec le monde du dev qui change petit à petit. Des écoles comme 42 qui ont été obligées de prendre des mesures un peu drastiques donc qui vont former aussi peut-être des nouvelles générations de développeurs un peu moins je sais pas comment qualifier, mais on va dire un petit peu plus ouverts, on va dire ça comme ça, mais voilà, nous on est à un stade où ce truc de no code, c'est encore tout petit, c'est une petite bulle dans laquelle on est, mais du coup peut-être on a une chance de prendre le problème un petit peu à la racine, quoi, j'ai envie de dire, et donc ça va être intéressant, parce que déjà peut-être qu'on part aussi avec moins d'a priori, puisqu'on a les gens qui arrivent au no-code sont très divers et variés. Déjà, il y a moins le biais de... Je pense qu'au niveau social, les sociotypes en fait, du no-code varient vraiment considérablement par rapport aux sociotypes du développement classique. Tu vois. C'est, quand on parlait tout à l'heure des métiers... T'as des métiers comme infirmière, coiffeur, pompier, naturopathe. Et en fait, ils ont juste envie de soit résoudre un problème dans leur service, tu vois. Et donc, du coup, ils vont utiliser le no-code et c'est cool, quoi. Enfin, tu vois, t'as un problème, tu sais pas, ça peut être comptable. En général, c'est ça, hein, c'est les opérations comptables, un truc qui n'est pas optimisé, etc. Puis ça a un impact clair au niveau de ton service et donc des gens. Et soit ils ont un projet et ils ont envie de le mettre en place. Et le no-code, c'est pas mal parce que ça permet de mettre en place petit à petit, en fait. Et le piège, c'est pas de vouloir tout faire de suite et de se dire waouh, c'est énorme, mais comment je vais pouvoir le faire? Non, c'est de commencer. Tu commences par de toute façon, les tutos, il y en a plein sur Internet, mais tu commences par les tutos, demande, t'en refais encore. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement être accompagné. Je trouve que ça va se développer de plus en plus de toute façon d'accompagnement par le no-code, ça c'est sûr. Ouais, oui, clairement. Ouais. Et justement, là-dessus aussi, l'association aura un rôle à jouer. D'aider les gens à être bien accompagnés pour fournir ce premier accompagnement. Comme tu dis, il y a plein de tutos par lesquels commencer. Déjà, c'est déjà très bien. Et ils se valent pas tous non plus. Voilà, c'est souvent ça que... Plus tout ça va se démocratiser, ce qu'on espère, plus aussi il va y avoir des choses de médiocre qualité qui vont apparaître. Bien sûr. Et donc tout ça... Et puis il y a des développeurs no-code qui sont pas bons et qui se disent bons, et donc par lesquels il faut pas passer. Donc il faut avoir un espèce de filtre aussi...
Et je pense qu'il va y avoir aussi, enfin, il est d'ailleurs annoncé, même je crois que c'est Bubble qui l'avait annoncé, Emmanuel Chorosnov, qu'il allait y avoir des certifications. Donc pour pouvoir évaluer aussi le niveau aussi des développeurs no-code. Ouais, c'est nos amis d'Auto qui travaillent dessus justement. Mais je crois que oui, de toute façon, je comprends pas pourquoi Bubble l'a toujours pas fait d'ailleurs. Après c'est question de priorité, mais si quelqu'un d'autre doit le faire, et c'est pas grave quoi. Mais oui, enfin il a dit qu'il voulait le faire, mais il a dit aussi que il y a d'autres initiatives. Enfin bon, donc ça on le verra, mais ça effectivement c'est très important. C'est un peu avec Thibaut, ça fait déjà depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire presque 2 ans et demi qu'on en parle. Le fait de labelliser les formations, de dire qu'est-ce que c'est une bonne formation au no-code, qu'est-ce que c'est et voilà, et sans tomber dans l'entre-soi évidemment, avec des critères objectifs, etc. Enfin, faut pas être jugé parti. Ça c'est un peu le problème qu'on avait avec Thibaut, c'est on peut pas nous dire si on fait des formations, c'est difficile aussi, mais peut-être que c'est un des rôles de l'association, justement de proposer ces choses-là et puis après d'évaluer sur des critères définis peut-être avec la communauté justement. Bon là je commence à parler de spoiler un peu les gens de toutes les nombreuses idées qu'on a sur ce que l'association va pouvoir faire. On va pouvoir faire beaucoup de choses, mais d'abord il faut qu'elle fonctionne. Voilà, mais bon, ça c'est pour l'année 2022. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Franchement, on a évoqué plein de choses. Où est-ce qu'on peut te suivre? Donc, tu es sur le Slack évidemment, les gens peuvent te trouver là. Ou est-ce que donc t'es pas trop sur les réseaux sociaux, de ce que tu disais tout à l'heure? Si t'es revenu quand même. Mais je me suis vraiment concentrée pendant des années. En fait, j'ai été très discrète. Justement parce que je vivais des choses qui étaient difficiles et là cette année j'étais plus en focus vraiment sur le développement et là je vais recommencer à communiquer, mais vous pouvez me suivre sur LinkedIn, voilà, j'ai quand même une forte communauté sur Facebook, je suis sur Instagram aussi, voilà. Ok, écoute, j'espère que plein de gens t'ajouteront et puis que du coup tout ça fera le socle de cette communauté de Bédicassa version 2. Est-ce que tu l'appelles ça V2 ou est-ce que c'est plus que V2 Renaissance? C'est une claire renaissance. Ouais. Il y a un film Matrix qui s'appelle Matrix Renaissance, non? Ouais. 3e, 2e, d'ailleurs, je sais plus. pilule rouge, pilule bleue, je suis à fond pilule rouge, même si la réalité n'est pas très facile à vivre. Il faut la traverser, quoi. Ça fait partie du processus de vie. Donc, on est bien d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pendant le Covid qui se sont réveillés de la matrice, quoi. Ouais. Qui ont vu le fait de ralentir et de voir un peu, ça fait un bug dans la matrice. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui du coup sont allés prendre la pilule rouge. Ouais. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Avec plaisir, Alex. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, d'autant qu'il était assez long, assez intense aussi. J'espère que ça vous a plu. Quand même une histoire assez remarquable que Magali nous a proposée là. Voilà, je pense que c'est aussi très inspirant d'écouter ce genre de témoignage. Ça donne de la motivation, de la volonté. On a aussi la chance que Magali mette à profit toute cette énergie dans le projet No Code France, puisqu'elle fait partie du conseil d'administration de No Code France. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le Slack de No Code France, channel podcast contournement, on en discute. Si vous avez des questions pour Magali que j'aurais oublié de poser, probablement, on n'a pas eu le temps, on a parlé 1h30, mais il y a probablement encore beaucoup de choses à dire. Voilà, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à lui écrire, n'hésitez pas à la contacter. Si vous allez voyager, n'hésitez pas à passer par Bédicassa pour réserver votre logement. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous au prochain épisode avec les gens de XAR. Vous allez voir un outil no-code passionnant, très intéressant pour faire des outils internes et surtout un très beau projet, une très belle aventure et une très belle équipe. Voilà, ça c'est pour le prochain épisode. À très bientôt.